Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Idi Sabiti. Et voici le Rwanda qui aujourd'hui s'est joint aux autres pays du monde pour célébrer ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme ou la malaria. D'après l'Organisation mondiale de la santé OMS, les populations rurales vivant dans la pauvreté, les populations défavorisées en matière d'accès à l'éducation dans la région africaine sont les populations les plus touchées. Même si le Rwanda se félicite du pas franchi dans la lutte contre la malaria et dans la réduction des cas de décès consécutifs à cette maladie, le centre biomédical du Rwanda en appelle au public de ne pas baisser la garde, mais plutôt de redoubler d'efforts dans ce combat, comme l'indique ici le professeur Claude Mambo Mouvouni. Le message, c'est donc le paludisme ne concerne tout le monde, donc chacun doit apporter son effort pour la lutte. Donc ça va de comment on engage la communauté à pouvoir accepter les outils de prévention qu'on leur offre, et aussi les décideurs politiques, les agents de santé, de continuer à prendre le paludisme comme un problème sérieux, parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'Afrique en elle seule constitue plus de 90% des cas de paludisme et plus de 90% des cas de décès dus au paludisme. Donc en Afrique, je crois que c'est quelque chose qu'on appelle à tout le monde. C'est pourquoi dans cette réunion, de cette conférence, on a aussi réitéré notre engagement aux déclarations qui a été signées à Yaoundé par les ministres des pays qui sont les plus affectés par le paludisme. Donc, c'est une lutte pour chacun, donc les décideurs politiques, les parties prenantes, et aussi les bailleurs, parce qu'on a besoin de financement, comme je l'ai dit, pour continuer notre lutte contre le paludisme. Et puis l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, déplore que ces dernières années, les progrès de la lutte contre le paludisme ont stagné. Non seulement le paludisme continue de présenter directement un danger pour la santé et de coûter des vies humaines, mais il entretient également le cercle vicieux des inégalités. Les chiffres du Centre biomédical du Rwanda montrent qu'en 2016, jusqu'à 5 millions de personnes au Rwanda ont contracté le paludisme, soit 400 personnes sur 1000. 3,5 millions de personnes vivaient dans les 12 districts du pays, 7 de ces districts dans la province de l'Est et les 5 autres dans la province du Sud. 17 000 personnes sont tombées gravement malades et 560 personnes sont décédées suite au paludisme à cette époque-là. 7 ans plus tard, en 2023, seuls 550 000 cas de paludisme ont été enregistrés, soit une réduction allant jusqu'à 90%. Les décès sont retombés à 51, soit une réduction de 91%, tandis que les cas graves ont été réduits à 1300. Quant à l'Organisation mondiale de la santé, celle-ci a également rapporté qu'en 2022, pas moins de 249 millions de personnes dans le monde ont contracté le paludisme et que 608 000 personnes sont mortes suite malheureusement au paludisme. Changeons de chapitre pour parler économie à présent avec l'export. L'Office national de développement des exportations agricoles NAEB rapporte qu'en l'an 2017, les exportations de fleurs, légumes et fruits sont passées
de 40 000 tonnes à 1 000 tonnes par rapport à ce mois. Selon cet office, entre 2022 et 2023, des exportations de légumes et de fruits au Rwanda ont atteint plus de 56 millions de dollars américains. Vous comprendrez que c'est en tout cas de bonnes nouvelles pour le pays, comme nous l'indique ici Nilidandi. Patrick. Bella Floa, une entreprise basée au Rwanda, s'est spécialisée dans la culture des fleurs et sa commercialisation sur le marché rwandais et à l'international depuis 2016. L'entreprise Bella Floas cultive 16 variétés de fleurs sur une superficie de 53 hectares sur un total de 100 hectares dont elle dispose. À ses débuts, cette entreprise exploitait à seulement 20 hectares. Le directeur de cette entreprise, Kagabo Patrick Rubega, affirme que le marché est en pleine expansion du fait que le marché international continue d'apprécier ses produits. Wicaye mu gihugu rero utagiye muri ayo ma event manini nk'ama trade ubura amakuru iyo udafite amakuru rero ntabwo ubona isoko. Lorsque vous restez dans votre coin au Rwanda et que vous n'assistez pas à ces grands rendez-vous, vous restez hors circuit. Vous n'avez pas d'informations et par conséquent, vous n'avez pas accès au marché. Ainsi, certains commissionnaires profitent de cette occasion et viennent acheter votre produit à moins cher pour aller le revendre plus cher. Donc, participer à ces shows a beaucoup d'avantages car on peut y sentir la tendance du marché et produire par conséquent. Un nouveau venu dans le secteur, Hamda Abdul, directeur de S&E Fresh Limited, présente depuis 2 ans, exporte légumes et fruits. Il souligne que selon les besoins du marché international, cela nécessite que les agriculteurs rwandais s'efforcent d'augmenter la production de leurs produits agricoles destinés à l'exportation. Jusqu'aujourd'hui, nous exportons aux Émirats arabes unis, à Qatar, en Arabie saoudite et en Angleterre. Participer à ces événements internationaux permet de mieux faire connaître le produit rwandais au niveau international. Surtout que peu de produits rwandais étaient connus dans ce marché. Il y a même des entreprises qui achètent déjà le produit alors qu'ils sont encore sous terre. Raison pour laquelle j'encourage les jeunes à s'élancer dans la création d'initiatives et entreprises pour profiter de ces opportunités. Les chiffres de l'Office national de développement des exportations agricoles, NAEB en sigle et en anglais, montrent qu'au cours de l'exercice 2021-2022, le marché international a exporté des légumes et des fruits pour un chiffre d'affaires de 36 millions de dollars. En 2022-2023, des exportations des légumes et des fruits d'une valeur de 56 millions de dollars. Dès juillet de l'année dernière jusqu'au mois de février 2024, des légumes et des fruits ont été exportés pour une valeur de 46 millions de dollars. Depuis 2017 jusqu'à cette date, les exportations des semences potagères et des fleurs sont passées de 40 tonnes à 1000 tonnes par mois. Janet Bassima, responsable de la promotion et de l'innovation pour les produits agricoles d'exportation au NAEB, insiste sur le fait que les exportateurs de ces produits continuent de croître. hari naho tujya ugasanga muri ayo mamurikagurisha mpuzamahanga umukiriya akavuga ati ndashaka toni 100 mu cyumweru. Des fois, nous allons dans ces expositions internationales, un client vient nous voir et fait une commande de 100 tonnes par semaine. Et malheureusement, nous n'avons pas cette production. Nous devons aller pas à pas en tenant compte de la logistique que nous disposons. Si par exemple, nous avons un avion pouvant transporter 20 tonnes et que le client te demande 100 tonnes par jour, cela n'est pas possible. En ce moment, l'avocat est très sollicité. Et nous utilisons la voie maritime. Nous sommes déjà allés à Dubaï et en Europe. Aujourd'hui, si on nous demande même 5 containers, nous pouvons livrer sans problème.
Depuis le mois de septembre de l'année dernière jusqu'au mois de mars de cette année 2024, une exposition internationale s'est tenue à Doha, au Qatar, en présence d'une quinzaine d'entreprises rwandaises. Selon le NAEB, il s'agit d'un autre avantage important de l'expansion de marchés internationaux pour la production de produits agricoles exportés vers le marché international. Vous l'aurez compris donc avec cet indicatif, les juristes qui suivent de près le procès pour génocide contre les Tutsis aux cours d'assises de Paris et Bruxelles estiment aujourd'hui que la tenue de ce procès ou de ces procès montre les crimes graves ne peuvent pas rester impunis tels que le génocide commis contre les Tutsis. Pour eux, le fait d'avoir des jurés populaires ne compromet en rien plutôt le déroulement de la justice, comme l'indique ici notre confrère Jean Damascène Maneshim. Et 30 ans après le génocide contre les Tutsis au Rwanda, les rescapés réclament toujours justice, car il y a toujours des génocidaires présumés libres de leur mouvement hors du Rwanda. La France et la Belgique sont les deux pays européens à avoir organisé un grand nombre de procès des Rwandais soupçonnés d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis en 1994. En France comme en Belgique, ces procès se tiennent au cours d'assises avec une organisation assez particulière. C'est la juridiction de droit commun en Belgique pour juger des crimes. Donc les crimes les plus graves sont jugés par une cour d'assises, un jury populaire. Ce sont donc des citoyens du monde qui vont juger d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou du crime de génocide qui a été commis, en l'espèce, en 1994 au Rwanda. Alors non, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Toute l'instruction, toute l'enquête se refait devant le jury. Tous les témoins qui ont déjà été auditionnés sont entendus pour la première fois devant les jurés, mais ils sont réentendus. Il y a une base dans le dossier répressif. Le jury n'a accès au dossier qu'à la fin. Au moment où il délibère sur la culpabilité, il a accès à l'ensemble des documents et il peut aller chercher dans tous les documents du dossier et il peut retrouver cela. Mais pendant plusieurs semaines, et en l'espèce pendant plus de 2 mois, le jury va entendre des experts, des historiens, des victimes, des témoins, de l'accusation, de la défense. Il y a une particularité aussi en Belgique, c'est que les victimes, les parties civiles, participent au procès. Elles sont représentées par des avocats et donc il n'y a pas que la défense qui est représentée, avec le parquet, il y a également les victimes qui ont le droit à la parole. Pour maître André Martin Karongozi, avocat des parties civiles dans ces procès pour génocide en France et en Belgique, voir un jury populaire juger les crimes les plus graves commis à des milliers de kilomètres et 3 décennies après les faits ne compromet à rien sa crédibilité. Eh bien, il y a 2 positions qui existent aujourd'hui. Il y en a qui disent effectivement qu'il faudrait confier ces tâches à des juges professionnels, mais il y a d'autres qui disent que les jurés, puisqu'ils n'ont aucun contact a priori avec le pays en question, le Rwanda en l'occurrence ici, qu'ils sont en toute, je vais dire, ils jugent sans a priori positive ou négative. Et donc, c'est là le travail des avocats, du procureur général, du procureur du roi ici, de convaincre. Et alors, au fil du temps, parce que ça prend quand même, ça va prendre à peu près 2 mois, au fil du temps, ils ont entendu des experts, ils ont entendu des témoins des faits, qui étaient sur place, et ils font ils prennent leur décision en connaissance de cause. Dans ces procès au cours d'assises, tout repose sur des témoignages. Pour maître Domité Philipard,
qui participent à ces procès à la Cour d'assises de Paris, il reste possible d'établir une vérité judiciaire sur base des témoignages relatifs aux crimes commis d'il y a 30 ans. Matériellement, effectivement, ça peut présenter des difficultés, surtout parce qu'on est dans un procès dans lequel la matière première de la preuve, c'est le témoignage. Et on sait que la mémoire des gens, très longtemps après les faits, peut présenter certaines difficultés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entend quand même beaucoup de personnes. Ce qui importe, en fait, c'est d'avoir suffisamment de cohérence entre les différents témoignages pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir des certitudes. Même si un témoin en particulier va avoir oublié certaines parties des faits qu'il a vécu pendant le génocide, du fait aussi qu'il soit traumatisé par ce qu'il a vécu, parce que c'est une période qui était extrêmement violente. Donc il y a des mémoires qui sont plus ou moins conservées avec ces éléments-là. Même si un témoin a oublié certains faits, on remarque quand même chez chacun, quand il évoque son récit, des souvenirs très présents. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est extraire de chaque témoignage eh bien, ce qui est sûr, ce qui est établi, et de les recouper entre eux pour réussir à établir une vérité judiciaire. Même si quelquefois certains avocats pouvaient chercher à décrédibiliser les témoins, les juristes qui prenaient part aux audiences dans les cours d'assises se félicitent de l'encadrement des témoins, contrairement à ce qui se passait à l'ancien tribunal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha. Il y a différentes catégories de témoins et en tout état de cause, la défense a le droit. Et on fait énormément d'efforts pour satisfaire à la demande de la défense de l'accusé, parce qu'on va faire appel déjà à des témoins qui viennent d'autres pays, d'autres continents, et ils ne sont pas bousculés comme vous avez fait allusion à la manière dont les choses se passaient à Arusha. Le système d'ici est différent du système d'Arusha, qui est une combinaison du système du continental law et du common law, où les avocats de la défense sont là appris, se sont en quelque sorte acharnés sur les témoins, en ce compris, parce que nos questions passent par le président de la Cour. En l'occurrence aussi, c'est une dame, la présidente de la Cour, qui peut même refuser de poser la question. Et puis, s'acharner sur un témoin est plutôt une faiblesse. Et on évite de le faire parce que ça peut être au détriment de vos clients. Dans les derniers procès, la défense des accusés était une défense à tendance négationniste, qui visait à décrédibiliser les témoignages des victimes et voire même à dire que les témoins étaient achetés ou mentaient délibérément pour amener à la condamnation des accusés. Alors évidemment, tout ça n'est pas agréable, bon voilà, mais finalement c'est une politique de défense qui n'a jamais fonctionné. Mais ça n'empêche pas qu'il faut rester vigilant et éviter évidemment d'être sans réponse par rapport à cette défense. Nous avons rédigé les premières plaintes et nous avons déposé ces plaintes devant le procureur du roi. Maître Éric Gillet, qui fut avocat des parties civiles à la Cour d'assises de Bruxelles, estime pour sa part qu'un traitement digne des témoins aurait mieux contribué à rendre justice aux tribunaux internationaux. Qu'est-ce qui devrait être changé? Moi, j'ai une chose en tout cas, c'est la reconnaissance du rôle en tant que partie à part entière des victimes. Je ne veux pas être présomptueux, mais je suis absolument certain que si les victimes avaient pu jouer le même rôle qu'elles ont joué à Paris et à Bruxelles, devant les cours d'assises, au TPIR, certains acquittements n'auraient jamais eu lieu. Jusqu'à présent, la France et la Belgique ont déjà organisé 6 procès pour les Rwandais accusés d'avoir joué un rôle dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. La plus lourde peine prononcée étant la réclusion à perpétuité. Jean Damascène Manishimwe pour la télévision rwandaise. Merci beaucoup à Jean Damascène Manishimwe. Toujours en actualité en rapport avec la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis dans le sud du Rwanda, dans le secteur de Ruhashya, s'est tenue donc la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Les rescapés du génocide dans ce secteur de l'ancienne commune de Ruhashya
disent que même si le génocide a été stoppé, il était difficile que la vie reprenne un cours normal. Ils ont donc été attaqués par des tueurs venus de l'ancienne préfecture de Gikongoro et ceux de la commune de Maraba. C'est en date du 25 que les tueurs de la préfecture de Gikongoro et ceux de la commune de Maraba, ainsi que les policiers, les gendarmes, ont tendu une embuscade aux Tutsis qui avaient fui vers la commune de Ruacha et ont commencé à les massacrer. Ceux qui ont donc survécu à ces massacres avaient fui vers l'Isar Rubona, mais ont malheureusement été massacrés là-bas. Plus de 45 000 Tutsis tués lors du génocide ont été enterrés au mémorial du génocide de Ruacha. Aujourd'hui encore, plus de 2500 corps reposent au mémorial de Gatovu dans le cadre du programme de la fusion des mémoriaux. Revenons à la page économie à présent avec le partenariat entre le secteur privé du Rwanda et l'ambassade de Chine. C'est ce jeudi que la direction de la Fédération du secteur privé au Rwanda a signé un accord de coopération avec une agence chinoise chargée de renforcer la capacité du secteur privé en matière de commerce international. Comme l'explique Zun Zong, le président de cette académie située au ministère du Commerce de ce pays, la Chine en l'occurrence, elle travaille actuellement avec des hommes d'affaires de plus de 170 pays à travers le monde. Stephen Ruzibiza, le directeur général donc, de la Fédération du secteur privé au Rwanda, celui-ci affirme que ce partenariat reste important pour ce secteur, combien important pour l'économie du pays. Nous, en tant que chargés du renforcement de la capacité des travailleurs dans plusieurs domaines de commerce, on a réalisé qu'il était important qu'on ait un accord relatif pour qu'il y ait une entraide dans le cadre d'échanger d'expériences, surtout que la Chine est un pays développé en termes d'affaires. Voilà, c'était donc Stephen Ruzibiza, qui est donc le directeur général de la Fédération du secteur privé au Rwanda. Parlons éducation à présent. 30 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, avec aujourd'hui le Rwanda. Au Rwanda, le multilinguisme est bien plus que simple réalité linguistique. C'est un pilier fondamental de la société. La population rwandaise se réjouit. Donc, la population rwandaise se réjouit de cette diversité linguistique et reconnaît pleinement les avantages qu'elle procure dans leurs activités quotidiennes, comme nous le relate ici Furaha Charlène. Dans un pays où les échanges commerciaux, culturels et diplomatiques se font de plus en plus, la maîtrise de plusieurs langues devient un avantage indéniable. Au Rwanda, cette réalité est pleinement intégrée dans les politiques éducatives et de développement, dont le multilinguisme est bien loin d'être simplement un outil linguistique, mais en plus un catalyseur de progrès et de connectivité. Fifi Lulangwa, directrice régionale de Wakanao, affirme que le multilinguisme permet aux Rwandais d'accéder à un large éventail d'opportunités professionnelles et académiques, renforçant ainsi la compétitivité du pays sur la scène internationale. Le Rwanda est un pays enclavé, comme vous le savez. Les langues nous ouvrent toutes les portes. Maintenant, avec les accords bilatéraux signés entre le Rwanda et plusieurs pays,
dans le monde, c'est très facile d'aller dans n'importe quel pays parce qu'on parle la langue de ce pays-là. Et donc, ça facilite les rencontres, ça facilite les discussions, les partenariats dans divers domaines et aussi même pour les étrangers venir chez nous. Donc, je pense que c'est une porte qui nous est offerte et que chaque personne dans le secteur public ou dans le secteur privé profite, parce que c'est toujours très bien quand vous pouvez rencontrer une personne et pouvoir discuter avec elle dans la langue qu'elle comprend, pas seulement parce que nous sommes rwandais et que géographiquement nous nous retrouvons au milieu de deux zones économiques, la zone économique de l'Afrique de l'Est où on parle le swahili et l'anglais, mais aussi de la zone économique de centrafricaine où ils parlent français et plusieurs autres langues des pays limitrophes. Je pense que c'est une richesse pour nous en tant que Rwandais de pouvoir parler plusieurs langues et de pouvoir s'intégrer facilement dans tous les pays, pas seulement même dans la région, même au-delà des deux zones économiques. C'est important et c'est très bien, ça sera une très bonne ouverture pour nous. Parler le swahili, le français, l'anglais, le Kinyarwanda et certainement, puisqu'on aura d'autres collègues ou jeunes qui seront avec eux, ils vont apprendre peut-être le Wolof, ils vont apprendre le chinois, pourquoi pas, c'est fantastique. Je crois que c'est une stratégie qui a été bien réfléchie et qui nous ouvrirait encore plusieurs horizons en tant que pays. Le Rwanda rêvait de nouvelles réformes dans le secteur de l'éducation, où l'apprentissage des langues est réintégré dans tous les niveaux du secteur de l'éducation. Les jeunes étudiants se réjouissent de cette réforme dont ils espèrent tirer un grand profit. C'est une excellente réforme dans le secteur de l'éducation au Rwanda. Auparavant, nous terminions nos études secondaires sans avoir une bonne maîtrise des langues. Mais maintenant, avec les débuts de l'apprentissage de ces langues à l'université, une fois nos études terminées, nous serons capables de nous exprimer et de nous entretenir efficacement dans ces langues, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. La connaissance des langues dépasse largement le simple fait de communiquer. En effet, elle nous permet également d'établir des relations avec nos pairs qui ne partagent pas notre langue maternelle. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui parle anglais, français, swahili ou toute autre langue et que vous êtes capable de converser avec cette personne, cela renforce votre coopération et votre compréhension à long terme. Les experts du secteur éducatif soulignent que le multilinguisme et l'apprentissage obligatoire des langues dans les écoles jouent un rôle crucial dans la formation de jeunes générations et les préparent efficacement pour le monde des affaires. Aujourd'hui, le Rwanda accueille plusieurs événements internationaux ainsi que de nombreux entrepreneurs venant du monde entier. Alors, pour que le pays puisse bien accueillir ces personnes, l'apprentissage des langues est crucial. Cette formation linguistique ne devrait pas tout simplement se limiter aux écoles, mais s'étendre à d'autres domaines tels que le transport, l'hôtellerie, la restauration, le commerce et diverses autres activités. Les personnes engagées dans ce secteur doivent avoir une connaissance des langues pour interagir efficacement avec leur clientèle internationale. Nous sommes heureux de constater que notre gouvernement soutient désormais l'apprentissage des langues également dans les universités. En effet, les étudiants et jeunes que nous formons aujourd'hui sont les entrepreneurs et les leaders de demain. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts dans la formation linguistique pour prospérer pleinement. Bien que le Rwanda ait en commun une même langue maternelle, le Kinyarwanda, l'introduction du multilinguisme est d'une grande sagesse, vu la position géographique du pays, entre l'Afrique de l'Est anglophone et centrale francophone. En plus, le Rwanda se présente comme une terre d'opportunités, avec notamment son ouverture au monde, l'allègement des procédures d'obtention des visas aux pays de l'Union africaine, du Commonwealth et de la francophonie. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. Grand merci donc à Charlène Furaha, et c'est par cet élément que nous marquons la fin de notre grande édition. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis.
Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.